Le jour où Léa a sonné à ma porte, j'ai tout de suite su. Je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait 3 jours, mais j'ai su. C'était dans ses yeux, cette même nuance de vert que je voyais chaque matin dans le miroir. Mon mari Thomas était à côté de moi, souriant, pensant que c'était peut-être une collègue ou une voisine. Il ne savait rien. Personne ne savait. Et en l'espace de quelques secondes, pendant qu'elle se tenait là sur le seuil avec son petit sourire en coin, j'ai compris que ma vie, telle que je l'avais construite pendant 20 ans, allait s'effondre. « Bonjour », elle a dit simplement. « Je m'appelle Léa Moreau. Je pense que vous êtes ma mère biologique. » Thomas a rigolé, mal à l'aise. « Il doit y avoir une erreur, mademoiselle. » Mais moi, je ne disais rien. Je la fixais, cette jeune femme de 22 ans qui me ressemblait tellement que c'en était obscène. Les mêmes pommettes hautes, le même nez droit, cette façon de pencher légèrement la tête quand elle parlait. Comment avais-je pu croire que ce moment n'arriverait jamais? « Claire ?» Thomas me regardait, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» « Je m'appelle Claire Devereux. J'ai 45 ans, je suis professeure de lettres dans un lycée de banlieue parisienne, mariée depuis 18 ans à Thomas, cadre dans une boîte d'assurance. Nous avons 2 enfants, Mathilde, 16 ans, et Lucas, 14 ans. Une vie normale, bien rangée, prévisible. Le genre de vie dont je rêvais quand j'avais 23 ans et que je sanglotais dans cette chambre d'hôpital après avoir signé les papiers d'abandon. Vous savez ce que c'est, cette sensation quand tout votre passé vous rattrape d'un coup, quand cette partie de vous que vous avez enterrée, enfouie si profondément que vous pensiez qu'elle avait disparu, ressurgit brutalement. J'ai dû faire entrer Léa. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? La laisser là, sur le palier, devant les voisins. Thomas était livide à côté de moi, et j'entendais Mathilde et Lucas qui regardaient la télé dans le salon. Une soirée de novembre ordinaire qui venait de basculer dans le cauchemar. Dans la cuisine, j'ai fait du café. Geste automatique, stupide, comme si du café pouvait arranger quoi que ce soit. Thomas s'était assis en face de Léa, les bras croisés, le visage fermé. Moi, je restais debout, adossée au plan de travail, incapable de m'asseoir. « Il faut que tu m'expliques, Claire », a dit Thomas d'une voix blanche. Alors j'ai raconté. Pas tout, pas encore, mais l'essentiel. J'avais 23 ans, je venais de terminer mes études. Je sortais d'une histoire catastrophique avec un mec qui s'était tiré dès qu'il avait appris que j'étais enceinte. Mes parents, des bourgeois cathos de Versailles, m'avaient mise dehors. « Tu nous fais honte », m'avait dit mon père. Ma mère pleurait en silence, mais elle n'avait rien dit, rien fait pour me défendre. C'était en 1982. Les choses étaient différentes à l'époque. Surtout dans certaines familles. Je m'étais retrouvée seule, enceinte, avec un studio miteux à Montreuil et un boulot de serveuse qui ne payait rien. J'avais tenu pendant la grossesse, me disant que je trouverais une solution, que je m'en sortirais. Mais quand Léa est née, dans cet hôpital où tout le monde me regardait avec pitié ou mépris, j'ai su que je n'y arriverais pas. Pas toute seule, pas à 23 ans, sans famille, sans argent, sans rien. L'assistante sociale était gentille. Elle m'avait expliqué l'adoption plénière, m'avait dit que ma fille aurait une vraie famille, une vie stable, tout ce que je ne pouvais pas lui offrir. J'avais signé les papiers 3 jours après l'accouchement. 3 jours pendant lesquels je l'avais regardée dormir dans son petit berceau transparent, en me disant que j'étais une merde, que jamais je ne me pardonnerais,
mais que c'était la seule chose à faire. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» La voix de Thomas tremblait. « Parce que... Comment tu veux dire un truc pareil ? Ah, au fait, chérie, j'ai eu un enfant avant toi que j'ai abandonné. Quand est-ce que j'étais censée te le dire ? Au 3e rendez-vous ? Le jour de notre mariage ?» J'avais la gorge serrée. Léa nous observait, silencieuse, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Pas de la colère, pas vraiment. Quelque chose de plus froid, de plus calculé. « Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis là ?» Elle a fini par dire. « Mes parents adoptifs, ils sont morts il y a 2 ans, accident de voiture. J'avais 20 ans. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule. » Elle a sorti une enveloppe de son sac, des papiers, son acte de naissance, les documents d'adoption, des lettres. « Il m'a fallu 1 an pour retrouver votre trace. L'administration française, vous savez ce que c'est. Mais j'ai été patiente. Et je suis là maintenant. » Thomas s'est levé brusquement. « Il faut que je sorte. J'ai besoin d'air. » Il a claqué la porte. Je l'ai entendu dévaler les escaliers. Je suis restée seule avec cette fille qui était ma fille, mais qui était aussi une parfaite étrangère. « Qu'est-ce que tu veux, Léa ? » « Je veux savoir, je veux comprendre. Mes parents m'ont toujours dit que ma mère biologique m'avait abandonnée parce qu'elle était trop jeune, trop pauvre. Ils m'ont dit que c'était un acte d'amour. Mais moi, je veux l'entendre de votre bouche. » Un acte d'amour, putain. Ces mots, je me les étais répétés pendant des années pour me convaincre que je n'étais pas un monstre. Mais là, face à elle, ils sonnaient tellement creux. C'était compliqué. J'avais 23 ans, j'étais seule, mes parents m'avaient rejetée. Le père, il s'en foutait complètement. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de famille, rien. Comment j'aurais pu t'élever correctement ? Donc, vous m'avez donné à des inconnus. Je t'ai donné à une famille qui pouvait t'offrir ce que je ne pouvais pas. Elle a ri. Un rire amer, sans joie. Une famille, oui. Des gens bien, mes parents adoptifs. Michel et Françoise Moreau. Un couple d'instituteurs de province, très cathos, très stricts. Ils m'ont élevée comme il fallait, vous savez. Bonne éducation, bonne manière, messe le dimanche. Mais ils ne m'ont jamais laissé oublier que j'étais adoptée, que j'étais différente, que je devais être reconnaissante. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me glaçait, une froideur, une dureté. Et puis ils sont morts, pouf, comme ça. Et j'ai découvert qu'ils ne m'avaient rien laissé. Tout est allé à leur fils biologique, mon frère, qui s'était barré en Australie 10 ans plus tôt et qu'on n'avait jamais revu. Moi, l'adoptée, j'avais droit à rien, même pas un mot dans le testament. « Je suis désolée. »« Vous êtes désolée ?» Elle a répété sarcastique. « C'est gentil, ça change tout. » Elle s'est levée. « Je repasserai. J'ai pris un hôtel pas loin. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, vous et moi. » Et elle est partie, comme ça, me laissant plantée dans ma cuisine avec mon café froid et l'impression que ma vie venait de partir en vrille. Thomas est rentré à 2 heures du matin, complètement bourré. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Lui qui buvait à peine, qui faisait toujours attention, là, il puait le whisky à 3 mètres. 18 ans, Claire. 18 putains d'années qu'on est ensemble, et tu ne m'as jamais rien dit. Je sais. Tu sais ? Tu sais ? Tu m'as menti pendant 18 ans. Par omission peut-être, mais c'est pareil. J'ai épousé quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est pas vrai, Thomas. C'est juste... C'était tellement loin. J'avais 23 ans.
C'était une autre vie. Une autre vie? Elle a sonné à notre porte, Claire. Elle est là, bien réelle, bien présente. Et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'avais pas de réponse. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les semaines suivantes ont été un enfer. Thomas me parlait à peine. Il dormait dans le canapé. Mathilde et Lucas sentaient que quelque chose n'allait pas, mais on leur avait rien dit. Comment leur expliquer que leur mère avait eu un enfant avant eux? Qu'ils avaient une demi-sœur quelque part? Et Léa revenait, régulièrement. Elle appelait, envoyait de messages, débarquait à l'improviste. Elle voulait apprendre à me connaître, disait-elle. Mais je sentais qu'il y avait autre chose, quelque chose de malsain dans sa façon de s'incruster dans ma vie. Elle a commencé à traîner avec Mathilde. Ma fille était fascinée par cette grande sœur qu'elle ne connaissait pas. Léa était cool. Elle fumait, elle portait des fringues branchées. Elle racontait des histoires sur Paris, sur les boîtes de nuit, sur sa vie libre et indépendante. Pour une ado de 16 ans coincée en banlieue, c'était le summum du cool. « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle ?» m'a demandé Mathilde un soir. On avait fini par leur dire, à elle et à Lucas. On n'avait pas eu le choix. Léa passait tellement de temps à la maison que c'était devenu impossible de cacher la vérité. C'était compliqué, ma chérie. C'était avant de rencontrer papa, avant vous. C'était une période difficile de ma vie. Tu l'as abandonnée. La façon dont elle avait dit ça. Pas une question, une accusation. J'étais jeune, j'étais seule. N'empêche, tu l'as abandonnée. Comment tu as pu faire ça? Léa. C'était Léa qui lui avait mis ces idées dans la tête. Je le savais. Elle manipulait ma fille, lentement, méthodiquement. Chers auditeurs, vous savez ce que c'est? Cette impression de perdre le contrôle de votre propre vie? Quand vous voyez que tout part en couille, mais que vous êtes impuissante à l'arrêter. Thomas et moi, on s'enfonçait. On ne se parlait plus. On cohabitait, c'est tout. Il rentrait tard du boulot, s'enfermait dans le salon, regardait la télé sans vraiment la regarder. Moi, je corrigeais mes copies dans la cuisine, je faisais semblant que tout allait bien, mais j'avais l'impression de me noyer. Et puis, il y a eu ce dîner, fin janvier. Léa avait insisté pour qu'on organise un vrai repas de famille. Pour qu'on apprenne à se connaître, elle avait dit. Thomas était contre, mais Mathilde avait tellement supplié qu'il avait fini par céder. J'ai passé la journée à cuisiner. Un gigot, des haricots verts, une tarte tatin, le genre de repas du dimanche que ma mère faisait quand j'étais gamine, avant qu'elle me rejette. Ironie du sort. Léa est arrivée avec une bouteille de vin et un sourire qui ne me disait rien qui vaille. Elle portait une robe noire moulante, très maquillée, très apprêtée. Trop pour un simple dîner en famille. Le repas a commencé normalement. Léa était charmante, drôle même. Elle racontait des anecdotes sur son boulot. Elle travaillait dans une galerie d'art à Paris. Et Mathilde buvait ses paroles. Lucas était plus réservé, mais il souriait aussi. Même Thomas semblait se détendre un peu. Et puis, au milieu du plat principal, Léa a lâché sa bombe. « Au fait, Claire, tu m'as parlé de mon père biologique, Julien, c'est ça? Tu as dit qu'il s'était tiré quand il a appris que tu étais enceinte. » Le silence. Thomas a posé sa fourchette. Mathilde nous regardait, les yeux écarquillés. « Oui ?» j'ai répondu prudemment. « Pourquoi ?»« Oh, rien, c'est juste que je l'ai retrouvé. » Mon sang s'est glacé. « Quoi ?» Julien Mercier, il vit à Lyon maintenant, marié, 3 enfants, pas mal réussi d'ailleurs.
Il a une boîte d'import-export qui marche bien. Je suis allée le voir la semaine dernière. Tu as fait quoi? Je suis allée le voir. C'est mon père, non? J'avais le droit de savoir. Il a été surpris, évidemment. Il ne savait même pas que j'existais vraiment. Tu lui avais jamais dit que tu m'avais gardée jusqu'à la naissance, que tu m'avais donnée à l'adoption? Il pensait que tu t'étais fait avorter. Thomas me fixait. Tu lui avais dit que tu allais avorter? C'était compliqué. Il voulait que j'avorte, oui, mais moi je ne pouvais pas. Alors je lui ai laissé croire. Tu lui as menti, a dit Léa, faussement innocente, comme tu nous as tous menti. Mathilde s'est levée de table. J'en peux plus de vos mensonges. Vous êtes tous des menteurs dans cette famille. Elle a claqué la porte de sa chambre. Lucas l'a suivie. Thomas s'est levé aussi, a attrapé sa veste. Je vais chez ma sœur, j'ai besoin de réfléchir. Et je me suis retrouvée seule avec Léa. Elle souriait. Ce petit sourire satisfait qui me donnait envie de la gifler. « Pourquoi tu fais ça ?» j'ai demandé. « Pourquoi tu veux détruire ma famille ?»« Ta famille ?» elle a ri. « Ta famille, c'est moi. Je suis ta fille, ta première fille, celle que tu as jetée comme une merde parce que j'arrivais au mauvais moment. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah non? Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu m'as eu, tu m'as regardé pendant 3 jours, et puis tu as signé les papiers. Comme ça, sans regret, sans rien. J'ai eu des regrets. Toute ma vie, j'ai eu des regrets. Tu crois que c'était facile? Tu crois que je n'ai pas pensé à toi chaque jour pendant 22 ans? Elle s'est levée, s'est approchée de moi. Si tu pensais tellement à moi, pourquoi tu n'as jamais essayé de me retrouver? Pourquoi tu t'es construit cette petite vie bien tranquille en m'oubliant? Je ne t'ai pas oubliée. Menteuse. Tu m'as oubliée dès que tu as rencontré Thomas, dès que tu as eu tes vrais enfants, tes enfants légitimes. Moi, j'étais juste l'erreur de jeunesse dont il fallait pas parler. J'avais les larmes aux yeux, parce qu'une partie de moi savait qu'elle avait raison. J'avais refait ma vie, j'avais eu Mathilde et Lucas. Et oui, pendant des années, j'avais réussi à mettre Léa dans un coin de ma tête, à ne plus y penser tous les jours. Qu'est-ce que tu veux, Léa? De l'argent, c'est ça? Tu veux qu'on te dédommage? Elle m'a regardée avec dégoût. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu souffres, comme j'ai souffert. Je veux que tu saches ce que ça fait d'être rejeté, abandonné, de voir ta famille se désintégrer. Elle a attrapé son sac, sa veste. À bientôt, maman. Les semaines qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Thomas ne rentrait plus à la maison. Il restait chez sa sœur, à Neuilly. Il parlait de divorce. Mathilde ne m'adressait plus la parole. Elle passait son temps enfermée dans sa chambre ou dehors, avec Léa probablement. Lucas, lui, essayait de faire comme si tout était normal, mais je voyais bien qu'il souffrait. Et Léa continuait son petit jeu. Elle venait chercher Mathilde, l'emmenait au ciné, faire du shopping, traîner dans Paris. Elle lui offrait des fringues, du maquillage, tout ce qu'une ado de 16 ans peut désirer. Et moi, je devenais la méchante, celle qui avait abandonné son enfant, qui avait menti à tout le monde. Un soir de mars, je suis tombée sur Thomas au supermarché. On s'est regardés, mal à l'aise, comme 2 étrangers. « Il faut qu'on parle », j'ai dit. On est allé boire un café dans le bistrot du coin, un de ces bistrots parisiens typiques, avec le zinc, les chaises en rotin, l'odeur de tabac froid et de café trop serré. On s'est assis au fond, loin des regards. « Je vais demander le divorce », il a annoncé.
Mon avocat prépare les papiers. Thomas, s'il te plaît. Quoi, Claire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu m'as menti pendant 18 ans. 18 ans. Comment tu veux que je te fasse encore confiance? C'était avant toi. Ça n'avait rien à voir avec nous. Ça a tout à voir avec nous. Parce que maintenant, cette fille, Léa, elle est dans nos vies. Elle pourrit tout. Elle monte Mathilde contre toi. Elle balance des infos à droite, à gauche. Tu sais qu'elle est allée voir mes parents? Elle leur a raconté toute l'histoire. Ma mère m'a appelée en pleurant, persuadée que notre mariage était une mascarade depuis le début. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, Léa s'attaquait maintenant à ma belle famille. Qu'est-ce qu'elle veut, putain? A lâché Thomas. Qu'est-ce qu'elle cherche? La vengeance? Elle cherche la vengeance. Elle veut me détruire. Eh bien, félicitations, elle y arrive. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça? Cette sensation d'impuissance totale quand vous voyez votre vie partir en morceaux et que vous ne pouvez rien faire? J'ai essayé de parler à Mathilde, de lui expliquer que Léa la manipulait, qu'elle se servait d'elle pour me faire du mal. Mais ma fille ne voulait rien entendre. Léa, au moins, elle est honnête. Elle ne cache rien, pas comme toi. Ma chérie, s'il te plaît, essaie de comprendre. Comprendre quoi? Que tu as abandonné ton bébé? Que tu as menti à papa pendant des années? Que toute notre vie est un mensonge? Elle me regardait avec un tel mépris. Mon propre enfant, c'était insupportable. C'est ma collègue Nathalie qui m'a conseillé de voir quelqu'un. Va voir une psy, Claire, tu vas péter un câble sinon. J'ai fini par prendre rendez-vous. Docteur Sandrine Bertrand, psychologue à Vincennes. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris, regard bienveillant. Racontez-moi, elle a dit simplement. Et j'ai raconté tout, depuis le début. La grossesse à 23 ans, l'abandon, le silence, Thomas, les enfants, Léa qui débarque, la destruction méthodique de ma famille. Vous savez ce qu'elle fait, votre fille? Elle a dit après un long silence. Elle teste votre amour pour elle. D'une façon destructrice, certes, mais c'est ce qu'elle fait. Elle veut savoir si vous allez l'abandonner à nouveau, si vous allez la rejeter comme vous l'avez fait il y a 22 ans. Mais je ne l'ai pas rejetée. C'est ce que vous pensez. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a vécu? Des parents adoptifs qui lui ont fait comprendre toute sa vie qu'elle n'était pas vraiment la leur, qui l'ont déshéritée. Et puis une mère biologique qui a refait sa vie, qui a eu d'autres enfants, qui a construit une famille dans laquelle elle n'avait pas de place. Vous comprenez sa colère? Bien sûr que je la comprenais, mais ça justifiait quoi? Qu'elle détruise tout? Il faut que vous lui parliez, a dit la psy. Vraiment. Pas pour vous défendre, pas pour vous justifier, pour l'écouter, pour reconnaître sa souffrance. J'ai appelé Léa le soir même. On s'est donné rendez-vous au parc de Vincennes, le lendemain après-midi. Terrain neutre. Elle était assise sur un banc, fumant une cigarette, quand je suis arrivée. Avril venait de commencer, les arbres bourgeonnaient, il y avait des enfants qui jouaient au ballon. La vie continuait, indifférente à notre drame personnel. Je me suis assise à côté d'elle. On est resté silencieux un moment, regardant les gens passer. « Tu veux ma mort, c'est ça ?» j'ai fini par dire. Elle a tiré sur sa cigarette. « Non, je veux que tu reconnaisses ce que tu m'as fait. »« Je reconnais. Tu crois que je ne regrette pas, que je ne culpabilise pas?
chaque jour, Léa. Chaque putain de jour, je pense à toi. Je me demande comment tu vas, qui tu es devenu. Je me dis que j'ai merdé, que j'aurais dû te garder, que j'aurais dû me battre. Mais tu ne l'as pas fait? Non, je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais lâche, parce que j'avais peur, parce que j'avais 23 ans et que je me sentais incapable d'élever un enfant toute seule. Elle a écrasé sa cigarette. Mes parents adoptifs, ils n'étaient pas méchants, ils m'ont élevée correctement. Mais je n'ai jamais été vraiment leur fille, tu comprends? J'étais l'adoptée, celle qu'ils avaient récupérée par charité. Et puis ils sont morts, et j'ai découvert que même dans la mort, je ne comptais pas vraiment pour eux. Je suis désolée. Arrête de dire que t'es désolée. Je m'en fous que tu sois désolée. Ce que je veux, c'est... Je veux... Elle s'est mise à pleurer. Cette fille dure, froide, calculatrice, s'est effondrée là, sur ce banc, en pleurant comme une gamine. Je l'ai prise dans mes bras. C'était la première fois qu'on se touchait depuis qu'elle avait 3 jours. Elle s'est laissée faire, secouée de sanglots. Je veux juste avoir une place quelque part, elle a murmuré. Une vraie place, pas être la fille qu'on cache, dont on a honte. Je n'ai pas honte de toi. Si, tu as honte. Sinon, pourquoi tu aurais caché mon existence pendant 20 ans, même à ton mari, même à tes enfants? Elle avait raison, j'avais eu honte. Honte d'avoir été cette fille enceinte, abandonnée par sa famille et par son mec. Honte d'avoir cédé, d'avoir abandonné mon enfant. Honte de ne pas avoir été assez forte. Tu as raison, j'ai dit. J'ai eu honte. Mais maintenant c'est fini. Maintenant je veux essayer. Essayer de réparer ce qui peut l'être. Ta famille te déteste. Ton mari veut divorcer. Ta fille ne te parle plus. C'est ma faute, tout ça. C'est aussi la mienne. J'ai menti. J'ai caché la vérité. Les conséquences, c'est moi qui dois les assumer. On est resté là, sur ce banc, pendant 1 heure, à parler, vraiment parler. Elle m'a raconté son enfance, ses parents adoptifs, sa solitude, sa colère. Je lui ai raconté ma grossesse, ma peur, ma décision, mes regrets. Je veux arrêter, elle a fini par dire. Cette guerre, je veux arrêter, mais je sais pas comment. On va trouver, ensemble. Réparer une famille, c'est long, c'est douloureux. Ça prend des mois, des années parfois. Thomas a fini par accepter de venir à une séance chez la psy avec moi, puis avec Léa aussi. C'était tendu, évidemment. Il y avait tellement de rancœur, tellement de colère. Mais petit à petit, on a parlé. On a crié aussi, pleuré. On s'est dit des choses horribles. Mais on a avancé. Thomas a retiré sa demande de divorce. Il est revenu à la maison. Ça ne s'est pas fait en 1 jour. Il a dormi dans la chambre d'amis pendant des semaines. On marchait sur des œufs. Mais on essayait. Mathilde a été la plus dure à convaincre. Elle en voulait à tout le monde. À moi d'avoir menti, à Thomas d'avoir pardonné, à Léa d'avoir tout foutu en l'air. Elle a fait une fugue en juin, on l'a retrouvée chez une copine 3 jours plus tard. Elle a commencé à voir une psy aussi. Léa et moi, on se voyait 1 fois par semaine. Au début, c'était formel, guindé. Café dans un bistrot, conversation superficielle. Puis, lentement, on a commencé à se connaître vraiment. Pas comme mère et fille, ça c'était perdu, on le savait toutes les deux. Mais comme 2 femmes qui partageaient un lien, une histoire. Elle m'a parlé de son copain, Maxime, un graphiste qu'elle fréquentait depuis quelques mois. De son boulot à la galerie d'art qu'elle adorait. De ses rêves de voyage, de sa passion pour la photographie.
Moi, je lui parlais de mon métier, de mes élèves, de mes lectures, de ma vie finalement, cette vie qu'elle ne connaissait pas. Un dimanche de septembre, j'ai organisé un repas. Le fameux repas du dimanche, tradition française par excellence. J'ai invité tout le monde, Thomas, Mathilde, Lucas et Léa. Thomas était sceptique. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?»« Non, mais il faut bien essayer. » J'ai passé la matinée en cuisine. Poulet rôti, gratin dauphinois, salade. Une tarte aux pommes pour le dessert. Classique, réconfortant. Léa est arrivée la première, avec une bouteille de vin et un bouquet de fleurs. Mathilde est descendue de sa chambre en traînant des pieds. Lucas était collé à son téléphone. Thomas mettait la table avec une application un peu trop méticuleuse. On s'est assis. Silence. Malaise. Et puis Lucas, mon petit Lucas de 14 ans qui ne disait jamais rien, a levé son verre. « Je propose un toast, » il a dit, « à notre famille, qui est bizarre, compliquée, un peu cassée, mais qui est notre famille quand même. » Mathilde a levé les yeux au ciel, mais elle a souri. Thomas a rigolé. Léa avait les larmes aux yeux. On a trinqué et on a mangé. Et pour la première fois depuis des mois, depuis cette soirée de novembre où Léa avait sonné à ma porte, on a ri, vraiment ri. Ça n'a pas été facile après ça. Il y a eu des rechutes, des disputes, des moments où tout menaçait de s'effondrer à nouveau. Thomas et moi, on a fait une thérapie de couple pendant 1 an. Mathilde a mis du temps à me pardonner complètement. Lucas s'est construit une carapace de détachement ironique, façon ado qui a trop vu. Mais Léa a trouvé sa place. Pas comme ma fille, on ne rattrapera jamais ses 22 années perdues. Mais comme quelqu'un qui fait partie de nos vies. Elle vient aux anniversaires, aux fêtes de famille. Elle appelle Mathilde et Lucas son frère et sa sœur, avec une légère hésitation encore, mais elle le fait. Elle ne m'appelle pas maman, elle m'appelle Claire. Et c'est très bien comme ça. L'année dernière, elle s'est mariée avec Maxime. Une petite cérémonie à la mairie du 11e, suivie d'un pot dans un bar sympa de Belleville. Elle m'a demandé de faire un discours. J'ai failli refuser. Quel droit avais-je de parler, moi qui l'avais abandonné? Mais Thomas m'a convaincue. Tu es sa mère biologique, tu fais partie de son histoire. Elle veut que tu sois là. Alors j'ai parlé. Pas longtemps. J'ai dit que je regrettais, que je n'avais pas été là pour elle pendant 22 ans, mais que j'étais fière de la femme qu'elle était devenue, que malgré tout ce qu'elle avait traversé, l'abandon, la mort de ses parents adoptifs, la colère, la destruction qu'elle avait semée dans nos vies, elle avait trouvé la force de pardonner, de construire quelque chose de nouveau. Elle a pleuré, moi aussi. Tout le monde pleurait d'ailleurs. Les Français sont comme ça. On fait les durs, les cyniques, mais au fond, on est des sentimentaux. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que Léa a sonné à ma porte. Ma famille n'est plus la même qu'avant. Thomas et moi, on est toujours ensemble, mais notre relation a changé. Il y a une fissure qui ne se refermera jamais complètement. Une méfiance, légère, mais présente. Mathilde est partie étudier à Sciences Po. Elle veut devenir avocate spécialisée dans le droit de la famille. Allez savoir pourquoi. Lucas est en première. Il parle de faire médecine. Et Léa est enceinte. 4 mois. Une petite fille. Elle m'a demandé si je voulais être sa marraine. « Tu es sûre ?» j'ai dit. « Après tout ce qui s'est passé ?» Justement, à cause de tout ce qui s'est passé. Tu m'as abandonnée une fois, Claire.
je sais que tu ne le feras plus, ni pour moi, ni pour ma fille. » J'ai dit oui, évidemment. J'ai dit oui en pleurant, en la serrant dans mes bras, en me disant que la vie était étrange, cruelle parfois, mais aussi capable de rédemption. Vous savez, on dit souvent que le passé est le passé, qu'il faut tourner la page. Mais c'est des conneries. Le passé, il ne disparaît jamais. Il est toujours là, tapi dans l'ombre, attendant le bon moment pour ressurgir. Ce qui compte, c'est comment on y fait face quand il revient. Si on le laisse nous détruire, ou si on trouve la force de l'affronter, de l'accepter, de vivre avec. Moi, j'ai choisi de vivre avec mes erreurs, avec mes regrets, avec cette fille que j'ai donnée à l'adoption et qui est revenue 20 ans plus tard pour tout foutre en l'air. Et qui, finalement, m'a appris ce que signifiait vraiment être une mère. Pas seulement donner la vie, mais assumer ses choix, même les plus douloureux, même ceux qu'on voudrait effacer. Ma famille est reconstruite, différente, imparfaite, fragile encore, mais elle existe, et c'est déjà beaucoup. Parfois, le soir, je regarde Léa quand elle vient dîner à la maison. Je vois cette femme de 25 ans, belle, forte, intelligente, qui a survécu à l'abandon, à la perte, à la colère. Et je me dis que oui, j'ai merdé. J'ai pris la mauvaise décision il y a 25 ans. Mais cette décision a mené à cette femme extraordinaire. Est-ce que ça rachète tout? Non. Est-ce que ça efface la douleur, les années perdues, la destruction qu'on s'est tous infligée? Non. Mais ça permet de continuer, de vivre, d'espérer que la petite fille qui va naître dans quelques mois grandira dans une famille compliquée, certes, mais aimante. Qu'elle ne connaîtra jamais l'abandon, le rejet, la solitude que sa mère a connue. Et peut-être que c'est ça, finalement, le pardon. Pas oublier, mais transformer la douleur en quelque chose de vivable, en quelque chose qui ressemble, de loin, à l'amour.